Le développement du journal. Pas moins de 6 personnes ont été tuées ce lundi dans le département des Nippes, particulièrement à Ansavo et à Petite-Rivière de Nippes. Parmi les victimes figurent 4 des 9 occupants d'un véhicule qui appartient au député de Plaisance du Sud, Claude Guillaume, et qui sont morts brûlés vifs. Ils étaient accusés d'avoir abattu quelques instants plus tôt 2 personnes à Ansavo en marge d'un mouvement de protestation visant à réclamer de l'eau potable, informe le juge de paix de Petite-Rivière de Nippes, Claudie Vilsain. La police a effectué 4 arrestations et procédé à la saisie de 3 armes à feu. L'ancien président provisoire Joslerme Privert dit avoir appris avec beaucoup de tristesse et de consternation la nouvelle des incidents survenus ce lundi dans le département des Nippes où plusieurs membres de la population ont trouvé la mort dans des conditions troublantes. L'ancien président Privert, originaire des Nippes, se dit vivement préoccupé par les circonstances ayant provoqué ces incidents aussi dramatiques et regrettables qui plongent dans le deuil et la désolation des familles de différentes localités du département. Le sénateur Yuri Latortue a effectué ce lundi une visite de solidarité aux conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. L'élu de l'Artibonite qui dénonce les menaces dont sont l'objet les conseillers de la Cour des comptes exige l'adoption de dispositions en vue d'assurer la sécurité de ces derniers. Yuri Latortue au micro de Jean-Louis Fofan. Moi, je connais exactement bien ce qui a passé, puisque moi-même, là que je me fait rapport en 2016, moi je recevoir menaces, moi je recevoir des offres pour que nous-mêmes, en général, nous campés sur le dossier, et moi je recevoir menaces dans l'ouest, quand dans la Tibonite. Mais moi-même, je te dis, je ne vais pas courir, je ne vais pas me déplacer, je vais camper. Et je dis, je comprends ce qui a passé dans la Cour des comptes, et ce rapport pour les comptes là, de confirmer exactement ce qui est dans le rapport. Donc, les gens sont toujours là, ils ont quoi dans les mains, ils ont fait menace. On t'a remis que le conseiller prend courage à demain, que le président pour les comptes prend les dispositions pour protéger le conseiller, et que le chef de police là prend toutes les dispositions lui-même pour veiller sur le personnel qui c'est des VIP dans l'État, qui a font travail, qui permettent justement de découvrir toute corruption qui vient dans le pays. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif rendra public ce mardi le rapport financier sur l'efficacité des dépenses publiques et l'évolution de la situation financière pour l'exercice fiscal 2017-2018, annonce le sénateur Yuri Latortue. Selon le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat, ce rapport démontrerait une situation catastrophique dans la gestion des ministères et des institutions autonomes telles l'ONA, l'OFNAC, l'OAVCT, la pension civile et le FNE pendant le précédent exercice fiscal. Les précisions du sénateur Yuri Latortue au micro de Jean-Louis Fofan. Nous félicitons les membres pour les comptes parce que dans 5 ans que là, ils ont fait sortir 5 rapports. Rapport, c'est des rapports qui sont extrêmement importants pour le Sénat, pour qu'avant le vote du budget, ils puissent regarder comment, justement, le budget est exécuté. Et nous encourager tous les sénateurs pour pencher sur le rapport. Rapport sur l'efficacité des dépenses publiques et l'évolution de la situation financière pour l'année 2017-2018 là, il y a là-dedans en pleine institution que Cour des comptes profite analyser. Cour des comptes profite garder la situation qui a évolué dans l'ONA, les garder dans l'OFNAC, les garder dans l'OAVCT. Et pour aller ça, ils gardent tout des institutions comme la pension civile, le FER, qui est le Fonds d'entretien routier, et le FNE, particulièrement Commission éthique anticorruption demandée, qui c'est le Fonds national d'éducation, nous connaissons la question de la 50. Et bien, pour des comptes, en gros, c'est des situations lamentables, exécrables, des situations catastrophique dans l'institution. Moi, je connais que le rapport demain à remettre à Sénat à midi. Sénateur gagne,
Donc, nous avons gagné plus d'informations. Parce que le rapport, ça va permettre pour nous voir comment le budget est exécuté et comment l'institution dans le pays a évolué avec COB qui n'a pas. Nous avons rappelé tout ministre, tout directeur général, que COB qui n'a pas comme pas. Il y a pu dépenser selon les règles administratives. Si on ne pas dépenser, ce n'est pas là où il manger COB. Il faut prendre COB pour que les gens qui fait rapport et puis il y a une oppression. Dans ce sens, moi je pense que dès que vous identifiez côté pression sortie, et bien il faut appliquer la loi contre eux. Le député Abel Descollines dénonce la décision unilatérale du président de la Chambre basse de reporter à une date ultérieure la conférence des présidents qui devait se tenir ce lundi. Le président de la commission Affaires sociales qui accuse Garibodo de faire fonctionner la Chambre basse selon ses propres intérêts et son agenda politique dénonce également le fait que cette décision ait été annoncée via un communiqué sur le groupe WhatsApp de la Chambre des députés. La conférence des présidents devrait se pencher notamment sur le dossier de la mise en accusation du chef de l'État Jovenel Moïse, rappelle l'élu de Mirebalais. Les propos du député Abel Descollines ont été recueillis par Jean-Louis Forfan. Lors de la séance en Assemblée nationale, vous l'avez assisté, l'opinion publique nationale et internationale prend connaissance de un engagement côté les trois blocs constitués au niveau de la Chambre des députés, apposé signature pour inscrit dans la première séance de la Chambre des députés le sujet relatif à la motion de mise en accusation contre la personne du président de la République pour haute trahison. Nous voici présents au niveau de la Chambre des députés ce lundi. Le président du bureau, de façon cavalière, en dehors de toute concertation, en dehors de toute communication, pas gagné conférence des présidents. Ce n'est que ce matin, le président du bureau de la Chambre des députés fait sortir à travers le groupe WhatsApp députés ont communiqué qui dit qu'il n'y aura pas de conférence des présidents et il réservait le droit pour l'y organiser une conférence des présidents spéciale sans l'y pas ni jour ni date. Et dans ce communiqué, le président du bureau l'y fait valoir que, soi-disant, pendant que Yopoko organisait conférence des présidents, président de commission permanente a continué concerté. Or, il se trouve que moi, votre serviteur, comme président de la commission Affaires sociales et d'autres présidents de commission, il n'y a pratiquement aucune concertation, aucune communication entre les députés présidents des commissions. Tout cela, c'est ça qui fait nous parler de laxisme et nous déplorer ce comportement, cette façon de diriger du président de la Chambre des députés qui donne l'impression qu'il a privatisé la Chambre des députés et que le président décide du fonctionnement ou de paralysie Chambre des députés selon agenda. Le président de la Chambre des députés est on ne peut plus clair. La crise actuelle est si profonde et complexe qu'elle ne peut être résolue définitivement à travers un simple dialogue conjoncturel. Fort de cela, Garibodo conseille au président de la République d'initier des discussions formelles avec les présidents des deux branches du Parlement dans le cadre d'un dialogue institutionnel pour désigner un nouveau Premier ministre. Ce dernier devrait contribuer à sortir le pays de l'impasse actuelle en formant un nouveau gouvernement de cohabitation avec l'opposition politique, recommande l'élu de Delma. Le responsable du parti Bouclier, proche du pouvoir en place, qui dit ne pas adhérer à tous les points de la proposition d'alternative
post Jovenel Moïse faite par le secteur dit démocratique et populaire estime que le président Jovenel Moïse peut s'inspirer de ce document pour résoudre la crise. Les réactions ne se sont pas fait attendre suite aux déclarations de Gary Bodo qui ont soulevé le mécontentement des membres du secteur dit démocratique et populaire. Ils estiment que M. Bodo a réduit leur mouvement en une simple question de lutte pour le pouvoir. Autre nouvelle, les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ceux des syndicats du dit ministère ont paraphé ce lundi un protocole d'accord portant sur la résolution des problèmes qui affectent le fonctionnement de l'institution. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du MENFP à Delma 83. La signature de ce protocole d'accord intervient après plusieurs rencontres entre les responsables du ministère de l'Éducation nationale et les membres des syndicats du dit ministère. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Méniol Jeune, se félicite du fait que les deux parties ont pu trouver une entente. Écoutez ses déclarations au micro de Gido Terroné. Désormais, après il y a un document qui signe par le ministère de l'Éducation nationale, qui signe par le syndicat, qui dit bon voilà, nous ensemble des bagages nous gagnons pour nous faire ensemble. Si nous avons bonne bagage pour nous faire, il y a des comportements qui sont capables de gagner autrefois, il ne pas exister même genre encore, puisque nous venons organiser l'ensemble de revendications. Nous voulons remercier les syndicats SPIMEF et les syndicats CPMF pour bien comprendre, pour défendre les revendications, l'ensemble des employés qui viennent pour le ministère de l'Éducation nationale. Nous voulons remercier le coordonnateur de la cellule technique du cabinet du ministre. Nous voulons parler de Jacques-Yvon Pierre. Nous voulons parler aussi du directeur du cabinet du ministre. Et nous voulons parler aussi de ministre qui débat une importance capitale à l'ensemble de l'effort que nous-mêmes nous faisons là, pour que, effectivement, nous arrivions à gagner un document, un outil que nous pourrons suivre à la lettre, que nous pourrons travailler, que nous pourrons faire effort ensemble. Et nous pourrons, à partir de signature du protocole d'accord jeudi, nous pourrons gagner rapidement une commission, surtout pour question qui a rapport avec l'alignement salarial, et qui a utile, qui a bon pour tout employé. Nous profitons aussi pour nous remercier déjà le ministre de l'Économie et des Finances, qui était déjà gagné un document sur l'alignement salarial. Pour le secrétaire exécutif du syndicat du personnel du MENFP, Jacqueline Lirismont, cet accord témoigne de la volonté des membres des syndicats du dit ministère de résoudre les problèmes. Écoutez ces déclarations. C'est commission qui prend le travail de manière conjointe pour nous capables d'arriver à aboutir à une solution négociée dans tout et point que nous-mêmes nous avons revendiqué. Mais il y a un bagage qui est fondamental, il y a un article qui est fondamental tout dans le cadre protocole là, c'est que il prévoit des méthodes de résolution des conflits. Et il prévoit tout en cas où parti a de mauvaise foi et que n'a pas exécuté l'engagement qu'il prend, eh bien chaque parti même a gagné et possibilité pour dénoncer l'accord et sortir là-dedans. Il y a un bagage fondamental que je voulais mentionner pendant la conférence là. Malgré toute bonne volonté que nous gagnons et que nous engageons dans l'accord ça, moi j'ai une inquiétude aujourd'hui. L'inquiétude que je gagne, c'est que, je ne vais pas dire que c'est typiquement dans le ministère de l'Éducation nationale, mais nous faisons un constat par rapport à un ensemble de dossiers et que le ministère de l'Éducation nationale a cheminé dans la primature via OMRH. Mais constat
qui s'allie, c'est que majorité dossiers qui tournaient dans le ministère de l'Éducation nationale, ils concernaient uniquement enseignants. Je suis capable de dire qu'il y a un petit minuscule dossier qui concernait le personnel administratif là, parce que l'on connaît que la majorité là-dedans travaille sous contrat et qu'ils ont une peur chaque année, parce qu'ils ont une incertitude totale chaque année. Donc c'est un bagage que nous devons finir avec. Le ministère de l'Éducation nationale, il faut que nous soyons conscients que l'IFE, parti par là, il a acheminé le dossier au MRH. Maintenant, nous avons demandé est-ce que c'est suivi qui manque fait sous eux personnellement ou est-ce que c'est primature qui est de mauvaise foi. Nous, pas courir interpréter, mais nous simplement accorder au bénéfice du doute pour nous capables de reprendre le travail parce que nous connaissons que c'est ensemble population qui souffre de grève là. Nous accorder un moratoire pendant qu'il n'a prouvé bonne volonté nous dans la signature protocole ça. Toutes les mesures sont déjà prises en vue du déroulement des examens de baccalauréat unique la semaine prochaine, a indiqué ce lundi le directeur général du ministère de l'Éducation nationale. Maignolle Jeune en appelle à la conscience citoyenne en vue de permettre aux bacheliers de subir les épreuves de fin d'études secondaires en réaction aux manifestations annoncées par des groupes de Petro-Challengers pour les 6 et 7 juillet prochains. Les propos du DG Maignolle Jeune. Déroulement examen et baccalauréat qui a commencé dans la date 8 pour arriver 12 juillet 2019. Et nous sommes capables de dire toutes mesures déjà prises pour que l'examen soit fait bien. Et nous prenons de mesures administratives, mais aussi nous connaissons de participation qui prend le bail avec ce examen. D'abord, l'examen il a fait dans le même sens que l'examen fondamental là, et mis avec CEF là. C'est participation citoyenne. Ça te permet l'examen de bien passé autrefois, ou bien semaine qui passait plus précisément, c'est parce que nous toutes, nous avons joué rôle. Et là, je dis nous toutes, moi je dis tout haïtien, toute haïtienne, que nous ici, que nous l'autre bord. Et c'est même bagaille ça nous souhaitons encore avec l'examen baccalauréat. Pas oublier n'a dit ça avec répétition. Là nous parlons d'examen d'État, nous parlons de un examen qui porté par le ministère de l'Éducation nationale, mais qui concernait tout haïtien à la ronde balle. C'est mobilisation, motivation, avec dévouement de nous toutes, détermination que nous avons pour réalisation examen que passé, c'est même détermination que nous avons gagné pour examen pour le venir. Les responsables de l'hôpital Saint-François de Sales ont organisé ce lundi en faveur des journalistes une visite guidée au sein de ce centre hospitalier de l'Église catholique fondé il y a plus de 136 ans. Ils ont présenté les différents services et les conditions d'admission dans ce centre hospitalier. Le directeur général de l'hôpital Saint-François de Sales, Monseigneur Jean-Théodule Daumont, a réitéré la volonté et l'engagement des responsables de l'hôpital de garantir l'accès aux soins de santé à la population. Écoutez les déclarations de Monseigneur Jean-Théodule Daumont. Alors, l'hôpital, ça, par exemple, n'importe qui est capable de venir parce que vision, c'est accueillir n'importe qui dans la dignité et offrir des soins de qualité à partir d'une équipe que nous avons de médecins, d'infirmières et aussi d'autres personnes qui font partie de chaînes et qui bien qualifié. Nous avons un service par exemple 7 sur 7 que nous offrons, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et service particulièrement de médecine, de service d'urgence qui accueille des patients, quelle que soit la pathologie que les capables de souffrir. Et à partir de là, ils recevront, ils payent 500 € seulement dans la clinique d'urgence. Et puis à chaque heure, il est capable de payer une petite contribution encore jusqu'à ce que mon nom est stabilisé. Une fois que il est stabilisé, il retourne à la caille. S'il n'est pas stabilisé, eh bien, parent est d'accord, il a traversé mon dans le service approprié, service que il a besoin. Par exemple,
nous gagnons service de médecine interne. Côté nous accueillir gens qui par exemple diabétique ou bien qui ont problème de tension ou bien qui ont une autre pathologie quand même qui fait que les besoins aller dans la zone médecine interne. Nous gagnons tout médecine par exemple pédiatrie, il y a une clinique de pédiatrie côté parents sont capables de venir 5 jours sur 7 pour les consultations et puis suivi d'hospitalisation en cas de besoin. Et il y a une clinique de maternité avec des gynécologues obstétriciens très formés qui accueillent femmes qui ont fait par exemple le suivi sous procession et ou bientôt des femmes qui viennent pour accoucher ou bien qui viennent pour une césarienne quelconque. Nous avons un service maternité à qui là avec gynécologie pour toute l'autre fille qui peut-être pas va accoucher mais qui a besoin quand même ouais d'un gynéco. Et nous avons un service de chirurgie avec des chirurgiens spécialisés pour tout type d'opération que le monde est capable pour les faire. Et puis, enfin, nous avons une clinique externe, lui-même, c'est là où on a passé et consultation en clinique externe, c'est 250 gouttes. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.